Il y a des échecs qui font plus de bruit que les médailles olympiques. En 1988, lors des JO d'hiver de Calgary, une équipe venue de Jamaïque ne monte sur aucun podium. Elle ne gagne rien, elle se fracasse devant les caméras du monde entier. Et pourtant, cette défaite va devenir l'une des images les plus célèbres de l'histoire du sport. Et 5 ans plus tard, Disney transforme cet échec en film culte. Un film que tout le monde connaît. Ou plutôt, un film que tout le monde croit connaître. Parce que cette histoire n'est pas tout à fait vraie. Ni celle prévue à l'origine. Le scénario a été réécrit, les adversaires caricaturés, et le casting aurait pu être complètement différent. On aurait dû avoir Eddie Murphy, Denzel Washington, Wesley Snipes, et même Tupac. Au final, il n'y a pas eu besoin de stars pour remplir les salles. Et c'est là que Rasta Rocket devient fascinant. Pas pour les médailles olympiques, parce qu'il n'y en a pas, mais bien pour ce qu'il raconte à la place. Comment une chute peut devenir un drapeau, comment une défaite peut entrer dans la culture populaire. Et aussi, comment Disney a réussi à fabriquer la légende la plus cool Rasta de l'histoire. 5K. T'es mort? Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour une descente dans le monde de la nostalgie. Et cette vidéo vous est présentée par Obigenki, la meilleure boutique en ligne du Japon, continue de proposer des prix qui feraient trembler Godzilla. Grâce au code Arkeo 2026, vous obtenez 1000 yens de réduction sur votre prochaine commande. Que vous soyez fan de Pokémon, Star Wars, Goldorak ou de cet animé obscur que vous seul connaissez, Obigenki, c'est l'assurance de trouver les produits les plus exclusifs de l'archipel. Mais ce n'est pas tout, parce que tous les mois, vous pouvez profiter des Weekend Deals, avec des réductions qui vont jusqu'à moins 30. Moins 50. Moins 70%. Et si vous n'avez pas l'habitude de commander à l'autre bout du monde, pas d'inquiétude, car le SAV est intégralement dans la langue de Bernard Minet. Les chevaliers du Zodiaque. Bref, allez jeter un coup d'œil chez Obigenki, vos vitrines vous diront... merci. Mais trêve de réclame, revenons à nos jeux d'hiver. Dans Rasta Rocket, on suivra donc l'histoire de Deris Bannock, un sprinter jamaïcain convaincu qu'il est né pour les Jeux Olympiques. Il a le regard des gens qui se voient déjà au ralenti, drapeau sur les épaules, musique triomphale. Sauf que sa vie, elle n'a pas lu le scénario. Le jour des sélections, tout va partir en vrille. Un concurrent provoque une chute. Deris s'étale et son ticket pour les Jeux disparaît en une seconde. C'est la dure loi du sport, mon garçon. C'est comme ça. Alors dans un autre film, c'est le moment où le héros apprend la sagesse et accepte son destin en devenant coach ou en ouvrant un bar. Mais Deris, lui, il décide de forcer le destin à signer un avenant. En cherchant une autre façon d'aller aux Jeux Olympiques, il tombe sur une photo qui ressemble presque à un message cosmique. Son père à côté d'un certain Irvin Blitzer, un ancien bobsleeur devenu entraîneur. Le genre de type qui a connu la gloire et qui a tout perdu. Et on comprend vite qu'il a un lourd passif. Il a été impliqué dans une histoire de triche et depuis, il traîne son poing en casserole. Quoi? Au nom de... Qui c'est celui-là? Le laisse pas! Non! J'ai tout joué sur toi! Merde! Ce qui n'empêche pas Deris de lui proposer un deal complètement fou. Monter une équipe jamaïcaine de bobsleigh en profitant des talents d'athlètes un peu particuliers des locaux. Irvin refuse, évidemment, puis il refuse, puis il accepte, parce que dans ce genre d'histoire, personne ne peut résister longtemps à la promesse d'une rédemption. Reste donc à trouver une équipe. Et là, Disney fait ce qu'il sait faire le mieux. Il va assembler une bande de personnages qui n'ont rien à faire ensemble. D'abord, il y a Sanka Coffee. Ouais, Sanka, ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Où t'étais, man, hein? Meilleur ami de Deris et star local du pushcart derby. Sanka, c'est de l'énergie pure. Il est à la fois confiant, drôle, imprévisible, et il est persuadé qu'on peut résoudre n'importe quel problème avec un sourire et une phrase pleine de sagesse. Alors il accepte évidemment, mais... à sa manière, comme si partir faire du bobsled, c'était juste changer de quartier. Et puis, il y a Junior Beville, un fils de bonne famille coincé dans un futur tout tracé. Le costume, la carrière, la respectabilité. Pourtant, Junior veut vivre une véritable aventure, mais son père souhaite surtout qu'il reste dans une vie où on ne glisse jamais. Alors il rejoint tout de même l'équipe, et il devient immédiatement le gars qui prend tout au sérieux. Ce qui est parfait, parce que tout autour de lui est absurde. Oui, mais je croyais que... Écoute, nous avons assez parlé de cette histoire de course, je crois que ça suffit. Et nous avons conclu qu'il était grand temps pour toi de penser à construire ton avenir. Et puis enfin, il y a Yul Brynner. C'est cool d'être venu, man. Non, ne me touche pas. Yul est gigantesque, intimidant, et il parle très peu. Disons qu'il a le physique d'un type qui pourrait soulever le bobsleigh à main nue. Et c'est exactement ce qu'on attend de lui. L'équipe est donc formée.
Et maintenant, il leur faut s'entraîner. Sauf que, pas de glace en Jamaïque. Donc le film nous montre une phase d'entraînement bricolée sur route en poussant une sorte de bobsleigh à roulettes. Il court, il pousse, il crie, il tombe et surtout, il se ridiculise devant tout le monde. La résistance au froid, ça peut contribuer à assurer le succès d'une équipe. C'est assez froid? Ce qui est une étape obligatoire pour devenir des héros dans un film de Disney. Mais ils apprennent les bases, la poussée au départ, la synchronisation, la discipline, la confiance. Et Irvine au milieu essaye de leur transmettre un sport ultra technique, tout en se battant avec son propre passé. Parce que dès que l'équipe commence à prendre forme, le monde du bobsleigh se rappelle qu'Irvine existe. Et il n'est pas ravi de le revoir. Arrive à Calgary, choc thermique immédiat, la neige, le froid, le village olympique, et surtout le regard des autres équipes. Sankaman, qu'est-ce que tu fumes? Je fume pas, j'expire. Et là encore, le film joue la tension. Est-ce que des débutants peuvent vraiment avoir le droit de courir? Est-ce que Irvine va être autorisé à les coacher? Est-ce que Junior va tenir tête à son père? Et est-ce que Sanka va arrêter de vivre comme si tout était une fête? Les Jamaïcains deviennent donc l'attraction, ce qu'on observe comme une curiosité exotique. Ils sont là, mais personne ne les prend au sérieux. Et comme si ça ne suffisait pas, le film va placer face à eux une équipe rivale, froide, rigide, arrogante, qui incarne parfaitement l'élite et le mépris. Toi et ton copain, je vous conseille d'oublier le bobsleigh, d'accord? Y a pas de place pour les touristes ici. Et ça, c'est le contraste parfait. D'un côté, les outsiders débrouillent, et de l'autre, la machine trop sûre d'elle. Tout est donc fait pour que le public choisisse son camp en 2 secondes. Les premières descentes sont difficiles. Ça secoue, ça tape, ça fait peur. Le bobsleigh dans le film devient presque une créature, une bête métallique qu'il faut apprivoiser, réparer. L'équipe va donc douter, se dispute, craque. Sanka, qui semblait invincible, se retrouve face à sa peur. Junior se demande ce qu'il est venu faire là. Darius veut prouver qu'il est quelqu'un à tout le monde, au point de se mettre trop la pression. Et Irvine, lui, doit assumer son passé. Il est officiellement rappelé à ce qu'il a fait, et il comprend que ses erreurs peuvent coûter leur rêve aux garçons. Excusez-moi, je n'avais pas réalisé que 4 Jamaïcains sur un bob, ça fait mauvaise impression. Je pense que nous nous sommes tout dit. Oh, voyons, Kurt. Vous savez que ce n'est pas juste, avouez-le. Si c'est par rapport à moi, dites-le carrément. D'accord, il y a 16 ans de ça, j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie. J'ai triché. J'ai été stupide. J'ai fait du tort à tout le monde. À ma famille, à mon équipe, à mon pays et à mon entraîneur. Si vous voulez me le faire payer, allez-y. Faites-le. Disqualifiez-moi, bannissez-moi, faites tout ce que vous voudrez, mais contre moi. C'est moi qui vous ai trahi, Kurt. C'est pas mes 4 garçons. Arrive le moment de la qualification, et contre toute attente, ils y parviennent. Et c'est là que le film bascule. L'équipe arrête d'essayer d'être comme les autres. Elle arrête de courir après une image. Et elle commence à devenir un vrai collectif. Pas une équipe parfaite, hein? Non. L'équipe de la Jamaïque. Et puis arrive la dernière descente, l'une des plus importantes, celle où tout est tendu. Balance man, cadence man, trace la glace, c'est le Bob man. La vitesse, la peur, l'orgueil, le regard du monde, et on le sent. Ça va jouer sur un fil. Mais patatras, la course se termine dans le drame. Le bob se retourne, l'accident stoppe tout. Et le film conclut sur une image devenue culte. Les Jamaïcains qui se relèvent, qui récupèrent leur bobsleigh et qui vont le porter jusqu'à l'arrivée devant les yeux de toutes les autres nations. Le film s'arrêtera là-dessus, pas sur une médaille, pas sur un podium, mais sur une idée, une victoire morale, une dignité, une manière de dire « on est venu jusqu'ici et personne ne pourra nous enlever ça ». Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Rasta Rocket est vendu comme étant inspiré d'une histoire vraie. Mais s'agit-il d'un simple argument marketing ou d'une véritable adaptation? L'équipe de la Jamaïque a bel et bien participé pour la première fois aux épreuves de bobsleigh lors des JO de Calgary. Une véritable anomalie dans ce monde où les pays enneigés profitent d'un véritable avantage. Alors comment en est-on arrivé là et quelles sont les différences avec le film? Eh bien, à l'origine de ce projet fou, on trouve 2 Américains, George Fitch, un diplomate en poste à Kingston, et William Maloney, un entrepreneur marié à une locale.
Un jour, ils assistent ensemble à des courses de pushcarts, ces fameux chariots artisanaux lancés à pleine vitesse dans les rues en pente. Et Fitch remarque immédiatement que la poussée, la coordination, l'explosivité demandent des qualités étonnamment proches de celles requises en bobsleigh. Et comme les deux hommes rêvent d'assister à des Jeux Olympiques, ils vont donc se lancer dans cette épopée qui deviendra mythique. Problème, les premiers athlètes jamaïcains contactés refusent en bloc de se lancer dans l'aventure. Le bobsleigh, c'est un sport dangereux et totalement inconnu au pays de Bob Marley. Alors pour recruter rapidement des sportifs capables de répondre aux exigences physiques du sport, Fitch et Maloney vont se tourner vers l'armée jamaïcaine. C'est un choix stratégique, les soldats sont déjà entraînés, disciplinés, habitués à travailler en équipe et à encaisser la pression. Plusieurs volontaires sont donc sélectionnés. Parmi eux, il y a Dudley Stokes, un pilote d'hélicoptère, et à ses côtés Devon Harris, un jeune officier spécialiste du 800 mètres, et Michael White, lui aussi soldat, en plus d'être l'un des meilleurs sprinteurs de l'île. Mais contrairement à ce qu'on dit trop souvent, il y a aussi des civils qui se présentent aux sélections. Plus de 60 personnes sont réunies dans le stade national de Kingston. Les deux Américains commencent par présenter les règles du bobsleigh et diffusent une vidéo afin d'illustrer les dangers de ce sport. Et après avoir visionné une compilation d'accidents, les 2/3 des participants préfèrent décliner. Quant au processus de sélection, il va reposer essentiellement sur la puissance et l'endurance. Un vieux chariot à roulettes est installé dans un couloir pour les tests de poussée, et au final, 5 candidats sont retenus. Nos 3 militaires, mais aussi Freddie Powell, un musicien local, et Sammy Clayton Jr., un jeune ingénieur des chemins de fer nationaux. Ce sont eux qui inspireront le rôle de Sanka dans le film. Un 6e arrivera plus tard, Allen Cadwell. Évidemment, aucun membre de l'équipe n'a d'expérience dans les sports d'hiver, mais tous acceptent le défi. Ils partent donc pour Lac Placide, aux États-Unis, afin d'appréhender la glace sur une patinoire. Et l'apprentissage est brutal. Le bobsleigh n'est pas un sport intuitif. Il exige une synchronisation parfaite, une connaissance fine de la piste et une confiance absolue entre les membres des deux équipages. Parce que oui, à ce moment-là, la Jamaïque n'est pas engagée dans des épreuves de bobsleigh à 4, mais bien à 2. C'est la principale différence avec le film, et vous allez comprendre que ça va avoir une véritable importance. Mais tout ça coûte particulièrement cher. Problème, l'État jamaïcain refuse de mettre la main à la poche. Nos promoteurs vont donc faire appel à des mécènes et vendre des t-shirts pour financer leur projet. Et surprise, le créateur du logo est un Français. Alors on avait essayé de monter un petit peu les trucs avec la montagne, mais notre montagne à nous, elle n'est pas blanche, elle est verte ou elle est bleue, on a les Blue Mountains, les cocotiers quand même, parce qu'on y tient, la mer avec les vagues, et surtout notre sled qui avait les couleurs jamaïcaines, qu'on retrouve ici, et avec un des bobsledders à qui on avait rajouté des locks pour avoir plus le côté, j'allais dire, couleur locale. L'équipe s'entraîne principalement à l'étranger, avec l'aide d'un entraîneur américain. Les progrès sont réels, mais l'écart avec les grandes nations reste immense. Malgré tout, la Jamaïque parvient à se qualifier pour les Jeux Olympiques d'hiver de 88 lors d'une épreuve en Autriche. D'ailleurs, ils établiront le 7e meilleur départ de la compétition. Mais le comité olympique rechigne à les laisser faire. L'équipe d'Allemagne de l'Est dépose même un recours parce qu'aucun des participants jamaïcains n'a sa licence sportive. C'est grâce à Sa Majesté le Prince Albert de Monaco, qui à cette époque est lui-même engagé dans son équipe de bobsleigh nationale, que nos Jamaïcains obtiennent l'assurance de partir pour Calgary, même s'ils doivent impérativement participer à au moins une compétition officielle. Tout ce stress finit par se faire ressentir au sein de la délégation jamaïcaine. Samuel Clayton, que beaucoup considèrent comme l'âme de l'équipe, se dispute régulièrement avec son partenaire Devon Harris. Et lors d'une descente en Autriche, une erreur de pilotage de Clayton manque de les tuer dans un virage. Leur bobsleigh fait une boucle complète avant de revenir miraculeusement sur ses patins. Traumatisé par l'expérience, il ne se présente pas à l'entraînement pendant une semaine. Et lorsqu'il revient, George Fitch le convoque pour le renvoyer au pays. Et ça pose un problème, parce que dorénavant, l'équipe n'a plus qu'un seul pilote expérimenté. Mais dès leur arrivée au JO de 88, ils sont accueillis comme des rockstars. La presse suit attentivement cette équipe tropicale. Les conditions sont difficiles. La piste de Calgary est rapide, technique, exigeante. Les Jamaïcains découvrent un univers entièrement nouveau. Le froid, les contraintes logistiques, le rythme olympique. En bobsleigh à 2, l'équipe termine la compétition sans incident majeur. 30e sur 41, un classement plutôt bon pour des débutants. C'est la raison qui va pousser Fitch à les inscrire dans l'épreuve de bobsleigh à 4. Il dégote un bob prêté par l'équipe canadienne, le répare et commence l'entraînement. Mais 4 jours avant l'épreuve, Caswell Allen se blesse en glissant du bobsleigh. Il doit déclarer forfait. L'équipe doit impérativement lui trouver un remplaçant. Et justement,
Chris Strokes, le frère de Dudley, est sur place comme supporter. Et il a de l'expérience dans le 100 mètres qu'il a pratiqué à la fac. L'équipe peut donc démarrer la compétition. Elle s'étale sur 4 manches. Lors de la première, le bobsleigh connaît des problèmes techniques. Ils arrivent à bon port. Le second se passe sans problème, mais lors de la troisième descente, alors qu'ils abordent un virage, le bob jamaïcain est déséquilibré. Il se retourne. L'équipe est prise au piège et leurs casques vont rafler la piste glacée sur plus de 600 mètres. La foule a le souffle coupé. Un tel incident a de grandes chances d'être mortel. Mais les Jamaïcains se relèvent et marchent vers la ligne d'arrivée, portés par les applaudissements d'une foule en délire. Contrairement à la version cinéma, ils n'ont pas porté leur bob sur leurs épaules. Et pour cause, il pèse plus de 300 kilos. Il n'empêche que la chute est tellement impressionnante qu'elle est reprise par les télévisions du monde entier. Sportivement, l'aventure olympique s'achève à Calgary, mais l'histoire, elle, ne s'arrête pas là. L'équipe jamaïcaine de bobsleigh ne disparaît pas. Le projet va se structurer, évoluer et reviendra même lors de l'édition suivante des Jeux Olympiques d'hiver à Albertville en 1992. C'est donc précisément cette histoire-là, simple, humaine, sans emphase, que le cinéma va bientôt transformer. Parce qu'un homme est persuadé que cette histoire a tout pour devenir un film. George Fitch, encore lui, le promoteur sans qui rien ne serait arrivé. Dès 1989, il parvient à vendre les droits de leur aventure à TriStar Productions. Les athlètes acceptent de soutenir le film à condition qu'il ne soit pas dévalorisant pour eux ou pour la Jamaïque. Mais c'est bien chez Columbia, la société sœur de TriStar, que notre film va se lancer dans l'enfer de la pré-production grâce à la directrice Dawn Steele. Les premiers scénarios sont écrits à la manière d'une tragédie sportive, et rapidement, les choses se compliquent. Un financement est monté avec des sponsors allemands, mais la corde tombe à l'eau. Les teutons doutent de l'attrait du casting envisagé à ce moment-là. Mario Van Peebles, Wesley Snipes et George Carlin dans le rôle de l'entraîneur. Et pour ne rien arranger, Columbia et TriStar sont rachetés par Sony, et le nouveau propriétaire n'a pas l'intention de mener le projet jusqu'à son terme. Alors Dawn Steele décide de partir avec le scénario chez Disney, ce n'est d'ailleurs pas le seul, puisque dans ses bagages, elle emporte aussi Sister Act. Je veux dire, il tire et là-bas sur son fauteuil, ça fait boum et le gars s'est écroulé. Et à partir de là, le film passe par une période instable. Le studio aux grandes oreilles ne sait pas trop quoi faire de ce scénario dramatique. Non, il veut du fun, des stars. Eddie Murphy est suffisamment envisagé pour être libéré d'un contrat d'exclusivité avec la Paramount. Et comme j'ai dit plus tôt, le rappeur Tupac passe également le casting et Léon Robinson est finalement choisi pour jouer Deris. Malgré ça, Disney finit par annuler la production fin 1991. Le studio estime que le budget d'environ 17 millions de dollars est beaucoup trop élevé si le film n'a pas de grandes stars confirmées. Et puis il y a aussi une contrainte pratique. Pour tourner au Canada, il faut la bonne fenêtre de neige et de glace. Si le calendrier dérape, on rate les conditions de tournage. Mais c'est le succès des Petits Champions, une comédie sportive sur le hockey, qui va finir par convaincre la souris de ressortir nos Jamaïcains du placard. Le film est alors relancé avec une réduction de budget, et le scénario est simplifié pour faire des économies. La séquence de qualification en Autriche est replacée à Calgary, et le réalisateur John Turturtaub, qui vient de cartonner avec Ninja Kid, est engagé. Côté casting, Léon Robinson est toujours là, mais le changement de production lui permet d'être payé une deuxième fois pour le même film. L'histoire est un peu la même pour le rôle de Sanka. L'humoriste Doogie Doug avait repéré le script sur le bureau de son agent. Il s'était positionné, avait rencontré Dawn Steele et avait fini par partir tourner une série. Les retards de la production lui permettront de revenir et d'obtenir le rôle. Pour Yul Brynner, la recherche est beaucoup plus large. La production fait passer des castings à Los Angeles, à Chicago et même à Londres. Et puis elle organise un appel ouvert à New York et retient Malik Yoba. Tous ces acteurs sont américains. Ce qui explique pourquoi la production fait appel à un coach en accent des îles lors des castings. Un certain Rowley Lewis, originaire non pas de la Jamaïque, mais de la Trinité et Tobago. Et c'est lui qui obtiendra un peu plus tard le rôle de Junior. Quant au coach, Irving Blitzer, son rôle est ajusté à la personnalité de John Candy, le joueur de clarinette de Maman j'ai raté l'avion. L'acteur accepte même de baisser son salaire pour permettre au film de se faire. Ce sera l'un de ses derniers rôles, il meurt d'une crise cardiaque moins d'un an plus tard sur un tournage au Nouveau-Mexique. Et dernier détail, et pas des moindres, même le titre du film a une histoire rocambolesque. Le projet aurait dû s'appeler Blue Maga, mais ce dernier est abandonné lorsque Disney se rend compte que Maga se traduit par va-nu-pied, un terme jugé trop misérabiliste. Finalement, le titre américain, Cool Runnings, sera trouvé lors d'un repérage en Jamaïque. L'équipe aperçoit un homme portant un t-shirt Cool Runnings,
qu'on pourrait traduire par voyage paisible. En France, le titre sera Rasta Rocket, du nom du chariot de course de Sanka. Le tournage démarre début 1993 entre Calgary et la Jamaïque, sur environ 50 jours. Et les contraintes logistiques sont nombreuses. Du matériel est envoyé par bateau depuis Miami et prend du retard. Et ça va obliger l'équipe à adapter le tournage. Mais du côté de chez Disney, on s'inquiète surtout de l'accent jamaïcain des personnages. Le directeur Jeffrey Katzenberg est persuadé que le public américain ne comprendra pas le film. Il menace même le réalisateur de le virer si les acteurs ne parlent pas comme Sébastien de la Petite Sirène. Innocente, sans défense et de taille à faire quoi que ce soit par elle-même. Une partie des dialogues sera alors réécrite. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les scènes tournées au Canada se passent plutôt bien. La température relativement douce oblige même l'équipe à surjouer le grand froid. Et enfin, pour le crash, la production va utiliser les images d'archives du véritable accident de 1988. Les reproduire proprement aurait été très compliqué. Et lors de sa sortie en salle, le film est accompagné par une grande tournée internationale d'artistes jamaïcains et les acteurs vont participer à une levée de fonds pour permettre à la véritable équipe de bobsleigh de participer aux Jeux Olympiques de 1994. Les résultats au box-office vont dépasser toutes les espérances et le long métrage restera pendant longtemps l'un des films live-action de Disney les plus rentables de son histoire. C'est là qu'on arrive au vrai mystère de Rasta Rocket. Pas comment le film a été fait, parce qu'il a changé de la réalité, mais pourquoi il est resté. Il y a quelque chose de très particulier dans le ton de Rasta Rocket. Le film ne se moque jamais vraiment de ses personnages. Il peut les caricaturer, les simplifier, les rendre plus grands que nature, mais il ne les humilie jamais. Et ça, c'est fondamental. Le film rit avec eux, pas contre eux, même quand ils échouent, même quand ils se plantent. Le regard reste bienveillant. Résultat, on n'a jamais envie de décrocher, parce qu'on sait que le film ne va pas nous trahir émotionnellement. Mais surtout, Rasta Rocket a compris un truc essentiel. Il ne raconte pas une simple compétition, mais bien une lutte sociale. Alors, peut-être pas une lutte des classes, mais bien une lutte des places. Et ça, c'est universel. On peut enlever la glace, enlever le bobsleigh, enlever la Jamaïque. Eh bien, il reste toujours cette idée-là. Et c'est pour ça que le film a survécu à son propre sujet. Le crash final cristallise tout, pas parce qu'il est spectaculaire, mais bien parce qu'il met fin à une question très claire. Est-ce que gagner était vraiment le but? On nous répond avec une image simple, immédiatement compréhensible. Je pense que c'est grâce à tout ça que Rasta Rocket a marqué notre génération, parce qu'il est lisible, humain et profondément accessible. Alors maintenant, à vous de jouer. Fouillez dans vos souvenirs et dites-moi où vous avez vu Rasta Rocket pour la première fois. Au cinéma, à la télé, en VHS enregistré avec le générique coupé. Dites-le moi dans les commentaires, j'adore vous lire. J'espère que cette petite vidéo pleine de nostalgie vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la, lâchez votre meilleur pouce bleu, vous pouvez même la booster si vous êtes sur mobile, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En ce moment, on explore énormément de vieux jouets, de vieilles séries, de vieux souvenirs, et vous pouvez voir d'autres vidéos juste ici. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.